Merci et bienvenue à Hebdo Santé sur Medi 1. Nous parlons cette semaine des enjeux de la vaccination de la mère et de l'enfant. La vaccination, un acte simple qui sauve des vies à travers le monde. Cependant, la couverture vaccinale reste l'une des préoccupations dans de nombreux pays africains. Pour bien comprendre les enjeux de la vaccination des mamans et des enfants, nous recevons avec beaucoup de plaisir professeur Ekra Kwadio Daniel. Vous êtes le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination, en abrégé DCPEV, c'est bien cela? C'est très bien. Merci et bienvenue, professeur. Merci bien. Alors, nous avons également le plaisir de vous retrouver sur le plateau d'Hebdo Santé, Madame Koné Solange. Vous êtes la présidente de la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Merci et bienvenue à vous, madame. Merci. Alors, tout de suite, professeur Ekra, dites-nous, quelle est la situation épidémiologique des maladies prises en compte par le programme élargi de vaccination? Merci. Le programme élargi de vaccination est un programme qui vise à réduire la mortalité et la morbidité contre une douzaine de maladies de l'enfance et aussi contre le tétanos chez l'enfant et la femme. Et je vous donnerai une idée de ces maladies, ne serait-ce que pour les maladies bien connues par les parents, notamment la rougeole, qui est une maladie qui touche les enfants. Pour cette pathologie, nous avons environ 600 cas confirmés au cours de l'année 2020. Et dans ce premier trimestre 2021, nous avons reçu 361 cas confirmés. C'est juste pour dire que la maladie est sous contrôle, mais elle existe. C'est-à-dire que si aucun effort est fait en matière de vaccination, nous allons avoir une résurgence de façon importante de ces pathologies. Nous prenons le cas aussi de la poliomyélite, pour laquelle la Côte d'Ivoire a été déclarée indemne depuis 2015 et pour laquelle nous avons eu quelques cas de paralysie liée au virus vaccinal en 2020, à peu près une soixantaine de cas, ce qui nous a valu de faire des campagnes de vaccination pour protéger les enfants. Donc, ça veut dire que les maladies, nous n'avons pas d'épidémie explosive, mais il y a un bruit de fond de ces maladies qui existent. Elles sont toujours présentes. Toujours présentes et qui nécessitent que les efforts de vaccination se continuent. D'accord, on verra donc les efforts de vaccination tout à l'heure. Mais Madame Koné, est-ce que les mamans sont toujours informées sur ces maladies pour lesquelles elles sont vaccinées, elles et leur bébé? Je dois saluer ici les efforts du gouvernement à travers le programme élargi de vaccination. C'est un programme qui travaille à la fois avec les acteurs techniques et les acteurs communautaires que nous sommes. Donc du point de vue communautaire, en tout cas, nous faisons l'effort de suivre le plan qui est conçu, parce qu'il y a un plan de travail dans lequel entrent les activités des OSC, et dans ce plan de travail, il y a le volet de la communication, il y a le volet de l'information vers les personnes, vers la communauté, j'allais dire, dans son ensemble, parce qu'évitons de dire les mères. Les mères, ce ne sont pas elles seules qui sont responsables des enfants. Il y a les pères, il y a les frères, il y a les sœurs. Tous ceux qui sont responsables des enfants, nous avons une communication à leur endroit et nos activités vont jusque dans les foyers. Donc, il y a une large communication. Mais de là à dire que toutes les mamans sont informées en tout temps, ça aussi, il faut qu'on reste un peu dans une certaine mesure. Parce qu'il y a des conditions, il y a des critères, il y a des zones difficiles d'accès, il y a des situations qui font qu'on ne peut pas forcément aller jusqu'à certaines personnes, mais l'objectif, c'est d'atteindre toutes les mamans. D'accord. Alors, c'est important. Pour toutes ces maladies dont vous avez parlé, professeur, est-ce qu'on a des vaccins? Oui, pour les maladies dont j'ai parlé, nous avons des vaccins. Nous avons des vaccins qui sont disponibles et ces vaccins sont mis à la disposition de la population de façon gratuite, mais financés quand même par le budget de l'État et par les partenaires. Donc les vaccins existent et comme Mme Koné le disait tantôt, des efforts sont faits à l'endroit de la population en termes de communication
pour qu'il y ait une mobilisation et que les parents puissent faire en sorte que les enfants soient vaccinés dans les centres de santé. Justement, vous avez parlé de partenaires tout à l'heure, au nombre donc des partenaires qui vous appuient, qui appuient l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons l'UNICEF. Nous allons justement voir la motivation de cette organisation. Pour nous, UNICEF, la vaccination est très importante car la vaccination est un droit pour chaque enfant, quel que soit l'endroit où il réside en Côte d'Ivoire. Et c'est un devoir pour chaque parent de faire vacciner son enfant. C'est dans ce cadre-là que l'UNICEF appuie le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers l'achat de vaccins de qualité, sûrs et efficaces pour ses enfants, ainsi que leur bonne conservation jusqu'à l'administration dans plus de 2500 centres vaccinateurs répartis sur l'ensemble du pays. La communication et la mobilisation sociale pour que la population adhère vraiment à cette vaccination, ainsi que le renforcement des capacités des agents qui, au quotidien, font cette activité de vaccination. C'est le lieu de féliciter vraiment les mamans qui, chaque jour, font l'effort d'envoyer leurs enfants à la vaccination. Comme vous savez, l'enfant jusqu'à 1 an ne parle pas, c'est les parents qui doivent vraiment décider et c'est vraiment très important et félicitations à ces mamans qui font l'effort d'envoyer ces enfants au poste de vaccination pour recevoir leurs droits. L'autre aspect, c'est vraiment féliciter aussi tous les agents vaccinateurs qui sont répartis, comme je l'ai dit, dans plus de 2000 centres de vaccinateurs qui, chaque jour au quotidien, font l'effort de vacciner les enfants pour leur assurer ce droit à la vaccination. C'est le lieu aussi de remercier tous les leaders communautaires, les chefs religieux, les chefs traditionnels, les autorités administratives qui s'investissent dans la vaccination, qui font la promotion de la vaccination. Comme vous le savez, la vaccination existe, ça va faire bientôt 50 ans que les vaccins existent. C'est aujourd'hui, nous sommes dans la pandémie Covid, mais cela ne doit pas nous faire oublier ces moments vraiment inoubliables, notamment l'éradication de la variole. Aujourd'hui, nous sommes sur la voie de l'éradication de la polio. Pour vous dire que la vaccination est une intervention efficace qui a montré ses preuves. Et quel que soit ce que nous allons voir sur les réseaux sociaux, nous devons toujours faire confiance à la vaccination et assurer le droit de chaque enfant, quel que soit l'endroit où il vit en Côte d'Ivoire. Voilà, merci à l'UNICEF donc pour son engagement, professeur. Nous allons revenir encore au vaccin. Comment est-ce que vous évaluez les besoins du pays? Les besoins sont évalués sur la base de la cohorte d'enfants qui naît dans l'année. Chaque année, nous avons une cohorte d'enfants qui naît. Nous les estimons à partir des données statistiques. Et donc, c'est sur cette base-là que nous calculons les besoins à vaccin. Pour l'année 2020, nous sommes à peu près à 1 million 100 000 enfants. Déjà 1 million 100 000 enfants que nous devons vacciner au cours de l'année 2021. Donc ces enfants, pour chaque vaccin, nous estimons le nombre de doses qu'il faut pour chaque enfant, avec les taux de perte selon les différents vaccins, et cela nous permet donc d'avoir les quantités de vaccins nécessaires pour les enfants du Côte d'Ivoire. D'accord. Madame Koné, vous agissez à ce niveau-là concernant la vaccination, les enfants à vacciner? Oui, nous intervenons beaucoup à ce niveau et notre intervention, c'est le soutien. Faire en sorte que la question de la vaccination, comme le disait tantôt Dr Epa, soit comprise, que ce soit une réalité au niveau des populations. Et notre souhait, c'est qu'à terme, les parents des enfants puissent, au lieu que ce soit les programmes de vaccination qui aillent vers les communautés, que ce soit les communautés qui appellent plutôt les techniciens pour dire nous avons constaté une situation sanitaire anormale, est-ce que vous pouvez venir? Donc à partir de ce moment, vraiment la communauté sera totalement partenaire du système de santé. Cela n'existe pas déjà, ce que vous avez appelé stratégie avancée, c'est pas de cela que vous parlez, non? La stratégie avancée pour le moment, c'est l'inverse de ce que j'ai dit. D'accord. Ça veut dire que c'est le ministère, je parle sous le couvert du professeur, c'est plutôt l'autorité technique qui va dans la communauté pour donner les services.
Nous voulons que cela continue, mais faire en sorte que la communauté elle-même, elle puisse mettre le doigt sur des situations qu'elle remarque elle-même. Donc ce sera une sorte de dialogue, une sorte de communion entre les communautés et les services techniques. Merci bien, Madame Kodé. Alors, oui, pour ça. Oui, je voulais ajouter tout juste pour dire que le docteur Aïpa l'a bien dit, que le vaccin, c'est un droit pour l'enfant. Donc, et c'est pour ça que je comprends bien, et on est tous dans la même logique, c'est de demander aux parents, ça ne doit plus être tellement l'État qui doit aller partout dans tous les hameaux, mais que les parents sachent que le vaccin est un droit pour l'enfant et qu'ils aillent le réclamer au centre de santé. On va le voir tout à l'heure Voilà. dans les enjeux concernant la couverture vaccinale. Oui. Mais ces vaccins, donc, comment ils sont conservés pour vacciner donc ces millions d'enfants? Eh bien, notre équipe de reportage a cherché à le savoir. Voici son constat. Camion frigorifique, chambre froide, nous sommes bien au centre de stockage central de vaccins du programme élargi de vaccination. Les vaccins sont conservés ici à température allant jusqu'à moins de 16 degrés. Chaque district sanitaire du pays vient se ravitailler régulièrement en vaccins, mais également en outils de gestion indispensables pour le bon suivi de la vaccination. Le district il a un rôle, le district commande et puis ravitaille les centres de santé. Ce n'est pas le district, c'est le district qui vaccine, ce sont les centres de santé qui vaccinent. Donc eux aussi, chaque mois, ils remplissent des bordereaux, on leur donne les vaccins et puis ils s'en vont vacciner. Pour conserver leur efficacité, les vaccins doivent être maintenus à température constante entre 2 degrés et 8 degrés Celsius au sein d'une chaîne du froid de qualité où les équipements et les méthodes de conservation sont optimaux. C'est dans ces conditions que les centres de vaccination s'approvisionnent en vaccins. Au centre de santé urbain à base communautaire de Gonzagueville, l'un des plus importants centres vaccinateurs sur les 14 que compte ce district sanitaire, les agents savent comment amener les femmes enceintes à se faire vacciner et les mamans à faire vacciner leurs enfants de 0 à 5 ans. Au CSE comme ici, on fait le BCG tous les jours, du lundi au vendredi. Donc elles quittent un peu partout, à Bassam, à Makori, Port-Boué, elles viennent. Donc quand elles finissent de faire le BCG, elles s'en vont. Celles qui ne respectent pas, on les appelle. Et si elles ne viennent pas, on les rattrape au quartier par la stratégie avancée. La Côte d'Ivoire compte à ce jour environ 2500 centres vaccinateurs. Alors, bien, est-ce que, je veux dire, la qualité du vaccin garantit son efficacité pour ça? Bien sûr. En fait, le vaccin, depuis la fabrication jusqu'à qu'il arrive au bras de l'enfant, il doit être conservé entre plus 2 et plus 8 degrés, de façon générale. Bon, il y a certains vaccins qui peuvent être congelés, mais retenons que de façon générale, le vaccin doit être conservé entre plus 2 et plus 8 degrés. Et donc, il faut une chaîne de froid. Voilà, donc nous recevons les vaccins à Abidjan au dépôt central, où nous avons 12 réfrigérateurs, chambres froides. Et ces vaccins-là aussi sont distribués à l'intérieur du pays dans 10 dépôts régionaux, qui ont aussi des chambres froides. Et à partir des dépôts régionaux, les districts sanitaires sont approvisionnés et les districts aussi approvisionnent les centres de vaccinateurs de 2500 centres vaccinateurs sur l'ensemble du territoire. Donc voici le réseau d'approvisionnement à vaccins. Et dans tout ce réseau, nous avons des réfrigérateurs qui permettent de conserver les vaccins à la bonne température, ce qui permet de garantir l'efficacité de ces vaccins. D'accord. En fait, je vais dire qu'il n'y a pas de risque puisque ça part dans des camions frigorifiques. Donc oui, il n'y a pas de risque que le vaccin se détériore lors de son déplacement. Non, puisque c'est dans des camions réfrigérés. Ces camions sont munis aussi de contrôleurs de la température. Voilà, donc de façon permanente, nous connaissons la température de conservation des vaccins, aussi bien sur les sites de conservation que lors du déplacement, disons, dans le cadre des approvisionnements avec les camions. Alors, l'un des enjeux également de la vaccination, c'est bien la couverture vaccinale dont on parlait tout à l'heure. Comment faire en sorte que dans les recoins, dans les hameaux, on puisse donc toucher la cible? Bien, pour toucher la cible, nous avons 3 stratégies de vaccination.
La première stratégie, c'est un poste fixe. C'est-à-dire que tous les mamans peuvent envoyer les enfants. Je dis toujours les mamans, mais il faut dire les parents de façon générale. Papa et maman doivent envoyer l'enfant au centre de vaccination pour le faire vacciner. Ensuite, donc ça c'est dans les centres de vaccination fixes. Pour les populations qui sont au-delà de 5 km, nous faisons ce que nous appelons la stratégie avancée. C'est-à-dire que le centre fixe se déplace une fois par mois ou une fois par semaine, ça dépend de l'effectif de la population, et donc apporte la vaccination. Et enfin, nous avons les stratégies mobiles où on peut aller plus loin, même jusqu'à 40-50 km avec un véhicule pour aller vacciner. Ça, c'est l'offre de service. Mais après, il faut qu'il y ait la demande de vaccination. C'est-à-dire que même si vous avez votre offre de service, que les parents ne viennent pas, ça pose problème. Et c'est là où nous travaillons de concert avec, par exemple, les ONG, avec la FIN aussi, pour porter l'information aux parents. Donc derrière, nous avons un programme de communication à l'endroit des parents pour que les parents comprennent bien le dispositif qui est mis en place, l'offre de services qui est mise en place pour que les enfants puissent être amenés à la vaccination. Alors Mme Koné, est-ce que cette stratégie, vous l'avez expérimentée, ça marche? C'est une stratégie qui marche vraiment. Et comme le dit le professeur, nous sommes pratiquement à tous les niveaux de la chaîne. Je voudrais revenir sur la question de la qualité pour dire que nous sommes membres du groupe de technique de travail qui s'est réuni, pas seulement en termes de communication, mais sur la situation de l'immunisation. Et les chambres froides que vous avez indiquées lors de leur installation, nous avons été informés, on nous a fait visiter comment ça marche, etc. Nous sommes informés du système. De même, à l'intérieur du pays, les ONG travaillent directement avec les districts sanitaires. Donc les formations qui se donnent, les ONG en bénéficient. D'une certaine manière, nous sommes intégrés non seulement sur l'ensemble du système, mais également sur la question de la qualité. Parce que vous comprenez que notre responsabilité est engagée aussi. Absolument. Si on part dans les communautés, parler aux parents et que par ailleurs on fournit des services qui ne sont pas de qualité, c'est aussi ça engage aussi les OSC. Tout à fait. Et donc chacun de nous joue son rôle pour que les choses soient vraiment ce qui arrive dans les communautés, que ce soit quelque chose de qualité et que tous les jours l'offre soit en tout cas une offre comme on le souhaite. C'est pourquoi ceux à l'endroit de qui ces services sont donnés doivent tout faire pour venir vers les services. La demande doit être au quotidien. Le ministère l'attend, les ONG l'attendent et nous sommes prêts en tout cas pour que toute personne qui vient et qui a besoin de la vaccination, j'ai dit toute personne, je parle des enfants et des mamans, ceux qui sont pris en compte dans le programme, que la demande soit régulière. Justement, on va aborder une autre question, un autre aspect assez important. Il s'agit donc de cette crise de confiance vis-à-vis de la vaccination. C'est bien qu'il y avait des idées qui circulaient bien avant la venue donc de cette pandémie de Covid-19. Mais malgré la pandémie, les femmes continuent de venir dans les centres vaccinateurs et nous étions toujours dans le centre vaccinateur de Gonzagueville et on a fait donc le constat. Écoutons quelques moments. Depuis dans ma grossesse, on m'a toujours dit que c'est bon de faire vacciner mon enfant pour protéger mon enfant, pour prévenir les maladies comme la poliomyélite. Donc c'est pourquoi même je viens. Parce que c'est vraiment pas bien de faire son enfant et puis demain voir que l'enfant est handicapé, tout ça fait mal. Donc c'est mieux de venir faire vacciner son enfant pour que l'enfant soit en bonne santé. Ça fait sa 3e dose. On me demande de venir quand il aura 6 mois. Dans 3 mois. Donc il revient dans 3 mois. Moi, j'ai accepté de faire vacciner mon bébé par rapport à sa santé, pour éviter toutes sortes de maladies contre elle. Puis ce moment, j'ai fait la remarque, ma 2e fille est née au village. Mais lorsque j'ai respecté toutes les vaccins, l'enfant n'est pas pu tomber malade. Mais l'enfant de ma petite soeur est tombé plus malade. Quand on vaccine les enfants, ils ne tombent pas malades vite, ils sont toujours en bonne santé. Et ils grossissent bien, ils sont à l'aise. J'ai fait les vaccins polio, j'ai fait plusieurs vaccins, puis 3e fois. Pour moi, c'est important de faire vacciner mon enfant pour éviter toutes sortes de maladies, telles que la polio, la diarrhée, toutes sortes de maladies. Alors, on va justement, comme je l'ai dit, parler donc de ce volet de crise de confiance. Alors,
Comment... C'est un véritable enjeu, hein, professeur. Oui, je pense que nous sommes à un tournant important de la vaccination et vous parlez d'enjeu, je suis d'accord avec vous. Nous l'avons dit tantôt que nous avons l'offre de services de vaccination, mais en face, il faut qu'il y ait la demande. Mais s'il y a des messages anti-vaccins qui circulent dans la population, il s'avère que cela va décourager les parents pour qu'ils viennent faire vacciner les enfants. Et donc nous nous trouvons à ce stade-là. Et c'est vrai que les rumeurs sur la vaccination ont toujours circulé. On se souvient du cas de la polio où on disait que ça pouvait stériliser les enfants. Il y a beaucoup d'efforts de communication qui ont été menés au point où aujourd'hui nous sommes... tous ces rumeurs se sont dissipées. D'ailleurs, l'Afrique a été déclarée avoir éradiqué la poliomyélite. Voilà, c'est dire que c'est parce que l'information apportée, la population a adhéré à cette campagne de vaccination qu'on a pu éradiquer donc la poliomyélite. Les rumeurs ont été amplifiées depuis qu'on parle de coronavirus, de la vaccination contre le coronavirus, et que sur une certaine presse, quelqu'un aurait dit que bon, on pourrait tester les vaccins sur les Africains. Je pense que ça fait presque un an déjà que ces rumeurs circulent et que ça s'amplifie au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Mais on ne baisse pas de bras. Et vous savez, la bonne information finit toujours par rattraper la mauvaise. Et donc nous sommes patients et nous continuons avec vous, les médias, de distiller donc la bonne information sur la vaccination pour que les populations comprennent l'intérêt de la vaccination pour la santé des enfants et pour la santé des populations tout court. Voilà. Donc il n'en est rien. Hein. En fait, les femmes, les mamans doivent continuer à faire vacciner leurs enfants, à se faire vacciner. Ce n'est pas le vaccin Covid qu'on leur administre. Ah non, pas du tout. Docteur Epa l'a dit, ça fait presque 50 ans qu'on vaccine contre plusieurs maladies et que le vaccin a permis par exemple d'éradiquer la variole. Aujourd'hui, on maîtrise la poliomyélite, on maîtrise la rougeole, les diarrhées à rotavirus, les pneumocoques. Donc tout ça, ce sont les vaccins qui sont connus et que les parents connaissent bien. Donc ces vaccins existent et je ne vois pas pourquoi on irait chercher un vaccin d'adulte pour faire aux enfants. Puisque quand vous constatez bien, les vaccins contre le coronavirus ne sont pas administrés aux enfants, aux personnes à moins de 18 ans. Voilà, donc il ne s'agit pas de ce vaccin. Il s'agit de nos vaccins habituels auxquels nos mamans sont habituées, les parents sont habitués, qui sont donc disponibles dans nos centres de santé. Est-ce que les vaccins... Et que nous invitons surtout les parents à continuer à faire vacciner les enfants. Parce que je vous ai dit que les virus existent. Les maladies sont en sourdine tant qu'on vaccine. Mais dès qu'on baisse le bras, il y a une résurgence avec des épidémies qui sont mortelles pour les enfants. Donc nous les invitons toujours à continuer à faire vacciner les enfants. Est-ce que les vaccins du programme élargi ont un coût Ah bien sûr, les vaccins ont un coût. On l'a dit, c'est gratuit pour les parents. Et combien ça coûte aux parents? Ça coûte rien aux parents. Donc les parents payent seulement leur transport, ils arrivent au centre de santé. Le vaccin est gratuit. Et je répète bien qu'il est gratuit dans les centres de santé. Et même en stratégie avancée. Voilà. Mais il coûte quelque chose quand même à l'État, aux contribuables ivoiriens. Voilà. C'est où il faut se faire vacciner pour payer gratuitement? C'est dans les centres de santé? Dans tous les centres de santé, tous les centres de santé publics, où on a dit près de 2500 centres de santé sur l'ensemble du territoire, dans les villages, en ville, tous ces centres de santé-là disposent des réfrigérateurs et on les approvisionne à vaccins pour pouvoir vacciner. Donc, les parents peuvent aller là où ils se trouvent, dans le centre le plus proche, pour faire vacciner leur enfant. Et comme je le dis, le vaccin il est gratuit, mais je dis bien aux parents aussi qu'on le paye quelque part. L'État le paye, donc c'est le contribuable ivoirien qui le paye, avec aussi les autres contribuables d'ailleurs, puisque les partenaires contribuent aussi au financement de la vaccination. Et donc, il ne faudrait pas que ces vaccins restent dans nos chambres froides sans être utilisés, puisque ça a un coût. Il ne faudrait pas que ça arrive à péremption et qu'on les jette. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, à vous deux, je pose la question, que se passerait-il s'il n'y avait pas de vaccination? Je réponds, ce serait la catastrophe. Parce que l'immunisation, c'est qui fait que nous pouvons nous protéger. Nous avons le technicien en face qui va le dire.
Mais je me souviens que quand nous étions enfants, même dans les villages, on avait les vaccins qui venaient avec un pistolet et on a toujours vacciné. C'est pour dire que depuis toujours, la question de protéger les communautés depuis les enfants est vraiment un engagement pour le gouvernement. S'il n'y a pas de vaccin, s'il n'y a pas de vaccination, je dirais que c'est la catastrophe. Parce que les épidémies, comme l'a dit le professeur, nous guettent et elles n'attendent qu'on baisse les bras, elles attendent qu'on ne vienne pas se vacciner pour, j'allais dire, se jeter sur nous. Pour ressurgir, absolument. Pour ressurgir. Oui. Voilà. D'accord, donc c'est très important de se faire vacciner. Absolument. Bon, peut-être qu'il faut repasser un peu dans le passé. D'accord. Une ville comme qu'on appelle Grand Bassam, qui était la capitale de la Côte d'Ivoire, ça a été déplacé à Bingerville. La capitale a été déplacée à Bingerville à cause de la fièvre jaune. Aujourd'hui, la fièvre jaune est devenue une maladie banale. Il y avait plein de cas de poliomyélite, plus de 100 000 cas de poliomyélite à travers le monde par année. Et on avait des cas, par exemple, à tous les coins de rue. Aujourd'hui, on ne voit plus de la polio. C'est ça qu'on appelle l'effet du vaccin. Avant, on disait que quand vous avez un enfant qui n'a pas encore fait la rougeole, c'est que vous n'avez pas d'enfant. Parce que pendant l'épidémie de la rougeole, il pouvait décéder. Aujourd'hui, on ne voit plus de cas de décès liés à la rougeole. Ça, c'est l'effet du vaccin. Donc, Mme Koné l'a dit, si aujourd'hui on arrête la vaccination, ce serait la catastrophe parce que ce serait la résurgence de tous ces virus-là et avec des épidémies graves et qui peuvent entraîner le décès des enfants. En tout cas, on aura plaisir à vous retrouver sur un autre plateau pour revenir sur cette question essentielle de la vaccination. Merci à vous, Madame Koné Solange. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire, FENOSI en abrégé. Merci infiniment d'être venu. Merci également à vous, professeur Ekra Kwadio Daniel. Je rappelle que vous êtes le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination, qui a donc le lead de la vaccination de cette population cible, le couple mère-enfant. En tout cas, merci à vous d'être venu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Hebdo Santé, toujours sur Média.